Et sur la première affirmation, c'est l'actionnariat salarié est nuisible au salaire et à la retraite. Et pour en parler, on accueille Nicolas Aubert de l'Université Aix-Marseille et puis Loïc Desmousseaux qui est président de la Fédération française des associations d'actionnaires salariés et anciens salariés. On peut les encourager. Oh oui, asseyez-vous là où vous êtes à l'aise, sans problème. Alors évidemment, je vais lancer quelques hameçons, mais ensuite je vous laisse également poser les questions que vous souhaitez à nos interlocuteurs. Alors l'actionnariat salarié est nuisible au salaire et à la retraite. Bon, on va commencer avec vous, Nicolas Aubert. L'actionnariat salarié, est-ce qu'il est nuisible au salaire? Je ne sais pas. Très bien, merci. C'était sympa. On a gagné du temps, c'est la pause. Bien, alors non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'a pas de données pour le constater. On a des travaux qui sont faits sur, alors très récents, du ministère du Travail sur la prime Macron, la prime exceptionnelle, la PEPA, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui a été convertie à plusieurs reprises. On sait qu'il y a des effets de substitution qui sont assez considérables. Parce que bien évidemment, si vous proposez à quelqu'un de verser une prime qui n'a pas de charge sociale par rapport à une prime sur salaire traditionnelle, évidemment, il va choisir la première solution. Ça paraît relever de l'évidence. Il y a des travaux aussi qui sont faits sur l'intéressement à la participation, mais pas sur l'actionnariat salarié, pas sur la relation qui peut exister entre le fait de diminuer les salaires, par exemple, si on verse de l'actionnariat salarié. Maintenant, donc il faut un institut, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, exactement, pour étudier ces questions. Non, il faut des données. Ouais. Non, mais alors du coup, comme pour poursuivre l'échange qui a été initié sur la création d'un institut de recherche, c'est que quand on n'a pas de données, donc pas de méthodologie, on regarde la théorie. On regarde la théorie, et ben notamment ce qui se fait outre-Atlantique, et de la théorie, il y en a notamment des travaux sur la réciprocité. La réciprocité en économie, c'est en fait les relations qui ne sont pas d'échanges marchands. Alors c'est un peu bizarre de parler de relations qui ne sont pas fondées sur des échanges marchands en économie ou quand on parle d'actionnariat salarié, mais il y aurait un principe de réciprocité. En fait, c'est-à-dire que lorsqu'on propose de l'actionnariat salarié à ses salariés, en fait, on atteindrait une forme de contrepartie. On aurait une relation de don contre don, un peu à la Marcel Mauss, vous savez, ce grand sociologue qui pensait toutes les relations sociales sur le mode des échanges non marchands, de don contre don. Et c'est ce qui a été théorisé à l'issue de la plus grande enquête qui ait jamais été faite aux États-Unis sur l'actionnariat salarié en 2010 et qui a été confirmée dans des opérations qui sont les plus comparables à ce qu'on retrouve en France avec les opérations d'actionnariat salarié qui ont lieu chaque année, qui sont faites par les grandes entreprises, notamment qui sont récompensées par la FAS avec le Grand Prix de l'actionnariat salarié, qui sont les Employee Stock Purchase Plans, c'est-à-dire c'est des cas où les salariés investissent de leur propre argent dans le plan d'actionnariat salarié. Et on observe qu'en contrepartie, on a une surperformance après que ces opérations aient été réalisées. Et ça, c'est ESPP, ça concerne plutôt des entreprises cotées. Hein. Donc, on est vraiment sur un cas d'entreprise donné. Et puis, sur ce qui concerne le niveau micro, donc pas la surperformance au niveau de l'entreprise, au niveau micro, on observe effectivement qu'on aurait, lorsqu'on a des opérations d'actionnariat salarié de type Stock Purchase Plan, on aurait en fait une baisse du turnover, de l'absentéisme, en fait, ce qu'on appelle les comportements de retrait en gestion des ressources humaines, en économie du travail. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait une forme de don, sous forme de décote, d'abondement, qu'on a pu voir quantifier ce matin, par une plus grande fidélité, un comportement qui est assez recherché par les temps qui courent. Merci. Loïc Desmousseaux pour la phase. Donc, quid de la retraite? Est-ce que c'est nuisible aux retraites d'être actionnaire de sa boîte? Alors écoutez, moi je vais peut-être prendre une vision un peu différente de la question, mais je voudrais aussi m'attarder un petit peu sur la question des salaires, parce que finalement on est sur des choses qui sont assez complémentaires. L'actionnariat salarié est-il nuisible au salaire? On pourrait aussi poser la question inversement, les salaires sont-ils nuisibles au développement de l'actionnariat salarié? Le salaire est nuisible au développement de l'entreprise? Vous allez aller jusque-là? Non, du tout, du tout. Mais en tout cas, ce qui est certain à mes yeux, si vous voulez, c'est que les deux ensembles relèvent d'une logique totalement différente. Avec les salaires, l'intéressement, la participation,
nous sommes sur, je dirais, des éléments qui relèvent d'une logique de flux, des éléments qui sont assis sur le compte d'exploitation de l'entreprise, année après année. Et c'est totalement nécessaire, si vous voulez, je dirais, dans le contexte de la rémunération juste du travail apporté par les salariés à l'entreprise. Mais il me semble que cette approche-là, si vous voulez, elle est assez limitative, au sens où un salarié, aujourd'hui, lorsqu'il reçoit une prime d'intéressement, de participation ou quand il reçoit un salaire, il peut être, alors bien évidemment, ça dépend de la catégorie, je dirais, des salariés, mais il peut être aussi attiré par une perspective de plus long terme qui consiste à dire, OK, soit j'utilise mon salaire, ma prime, je la dépense, soit je décide de la placer dans une vision de plus long terme. Alors oui, alors ça, j'allais dire, le débat sur les retraites, il est derrière nous aujourd'hui. On a parlé on a la retraite, on a la retraite complémentaire. Vous parlez de quoi, d'une autre forme de retraite encore D'une certaine manière, oui. Je parle d'une retraite qu'on pourrait appeler une retraite supplémentaire. Et c'est là où l'actionnariat salarié, je dirais, prend toute sa place. Même si aujourd'hui, je crois que c'est une question qui suit aussi par la suite, mais aujourd'hui, on n'a pas véritablement d'actionnariat salarié dans les PER ou dans les pérécoles. Pourquoi ? Parce que le législateur l'interdit. Il dit non, on ne va pas faire porter le double risque aux salariés de, je dirais, son salaire d'un côté, la perte de son salaire, et la perte de son épargne si demain l'entreprise venait à faire faillite. Mais si vous voulez, l'actionnariat salarié, on est véritablement dans une logique de long terme, dans une logique patrimoniale. Et cette logique patrimoniale, elle ne relève pas d'une logique de flux, mais elle relève bien d'une logique de stock. Le stock, c'est vraiment, en anglais, c'est l'action. Et donc, sur la question, qu'en est-il de la retraite ? Il me paraît bien évident qu'aujourd'hui, après tout le débat qu'on a eu sur la retraite par répartition, il est grand temps de se poser la question. Alors, je ne veux pas dire un gros mot, parce qu'en France, c'est presque un gros mot de parler de retraite par capitalisation. Mais si on parle de l'actionnariat salarié dans une vision de long terme, il est évident que l'actionnaire, tout simplement, aujourd'hui, qu'il soit investisseur institutionnel ou investisseur privé, particulier, pour lui, si les actionnaires s'enrichissent sur le long terme par la détention longue du capital, pourquoi pas augmenter la part des salariés dans cette détention de capital, et c'est bien l'objectif qu'affiche la FAS aujourd'hui, avec l'objectif de 10% du capital entre les mains des salariés, parce qu'on serait, je dirais, dans une position très différente par rapport en particulier à la problématique de la retraite. Merci. Avant de passer aux questions de la salle, Nicolas Aubert, l'idée paraît séduisante de patrimonialiser autour donc, des actions qu'on détiendrait de la société dans laquelle on travaille, mais en l'occurrence, on reste aujourd'hui de moins en moins, 30, 40 ans, 47 ans dans la même société. Donc est-ce qu'on peut vraiment intégrer cette logique de capitalisation avec un changement dans nos codes et notre façon de travailler ? Alors déjà pour la mobilité, c'est un des objectifs de l'actionnariat salarié de la promouvoir. C'est-à-dire que si on a des salariés qui sont plus fidèles, impliqués, ce que constate un certain nombre de recherches, de travaux de recherche. Alors aussi en France, là pour le coup, on a quelques résultats sous forme d'enquête qui nous indiquent ça. Donc en fait, c'est une forme de réponse un peu à l'envers, quoi. C'est-à-dire que si on souhaite favoriser cela, l'actionnariat salarié est un dispositif intéressant. Après, dans le fonctionnement du dispositif d'actionnariat salarié en France, les actions ne sont pas bloquées jusqu'à la retraite, ce qui est le cas dans d'autres pays, puisque si l'actionnariat salarié pour financer la retraite, c'est un tabou en France, comme l'a dit Loïc Desmousseaux, ça n'est pas le cas dans d'autres pays. Et on est plutôt une exception en France qu'une règle. Dans d'autres pays, ça existe, et c'est généralement des dispositifs qui peuvent être bloqués jusqu'à la retraite. C'est-à-dire qu'on peut garder des actions de l'entreprise dans laquelle on ne travaille plus dans son plan épargne retraite. Alors ça, c'est possible en France également. Et d'ailleurs, une des sujets qu'on pourra aborder, c'est le taux de détention. Les actions sont bloquées pendant 5 ans en France, mais les salariés gardent de fait leurs actions très souvent plus longtemps sur que les 5 ans. Pour ce qui concerne la dernière entreprise.
Non, le taux de détention, enfin, pas forcément pour la dernière entreprise, mais en général, en moyenne, le taux de détention des actions, c'est plutôt de l'ordre de 12-13 ans. Merci. Oui, donc, mais par rapport à cette question, si vous voulez, peut-on faire entrer l'actionnariat salarié dans les plans d'épargne retraite ou dans les péricoles, dans l'épargne retraite collective? Aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais on pourrait tout à fait se poser, je dirais, la question de savoir comment on pourrait le faire différemment. La question, ce n'est pas de placer son argent pendant toute une vie de travail. Je rappelle que dans le péricole, il y a un seul cas de déblocage, qui est le cas du décès. Ou le cas d'acquisition de la résidence principale. Donc effectivement, il y en a très peu, il y en a 2 ou 3. Et donc effectivement, on se pose la question du risque. Ça peut mais signer l'arrêt de mort d'un mariage, ça aussi. On peut tout à fait envisager, ça pourrait, tout à fait, mais on peut très bien envisager de faire rentrer l'actionnariat salarié dans les péricoles en vue, je dirais, d'une épargne longue, en vue de la retraite, de manière diversifiée, par exemple. C'est-à-dire, au lieu de faire porter le risque de la détention du capital sur sa seule entreprise, on l'a fait, je dirais, on le fait à travers un fonds diversifié. On pourrait tout à fait imaginer, c'est une question souveraine presque, j'ai envie de dire, je dirais dans le contexte même de la France, c'est-à-dire est-ce qu'on a plutôt intérêt à avoir des salariés actionnaires de leur entreprise, voire de plusieurs entreprises qui font de l'actionnariat salarié ou voilà. Là, je dirais, on l'a vu, on le voit avec l'indice FACE IAS, depuis 2001 que cet indice existe, il y a une surperformance de l'indice par rapport, je dirais, à ses comparables, et donc on a la possibilité, simplement il faut effectivement faire modifier la législation, mais on pourrait très bien imaginer un fonds national indexé sur un indice d'actionnariat salarié avec une répartition du risque qui permettrait de faire entrer l'actionnariat salarié dans les plans de retraite, appelons ça par capitalisation, appelons ça par retraite supplémentaire, mais en tout cas c'est bien l'objectif. Et pour finir sur ce point, je voudrais quand même qu'on écoute quand même ce que disent les salariés sur cette question-là, sur la question de les salaires sont-ils nuisibles à la retraite. Je m'appuie sur une étude récente qui est apparue très récemment, qui a été réalisée avec l'IFOP, commanditée par la DIOSIACI, l'Institut de recherche, excusez-moi, mais bon, je me permets de les mentionner, ainsi que Natixis Interépargne. Quand on leur dit à la question de l'utilité de l'actionnariat salarié, donc il s'agit d'un échantillon de plus de 1000 salariés dans des entreprises privées de taille déjà importante, plus de 1000 salariés, plus de 1000 employés, eh bien, à la question de l'utilité de l'actionnariat salarié, voilà ce qu'ils nous disent. La plupart des sondés mettent en avant l'aspect financier. Ils sont 70% à considérer que l'actionnariat salarié représente un instrument, un élément de rémunération avantageux. Donc c'est quand même important. Et pour 84% d'entre eux, il permettrait d'améliorer leur retraite future. Donc si vous voulez, il y a quand même une attente forte des salariés par rapport à la question de l'actionnariat dans leur entreprise ou un actionnariat diversifié pour effectivement voir cela comme un élément complémentaire dans la retraite. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour 2 questions à nos invités? Je vous en prie. Décidément, ils sont bien timides cet après-midi. Moi, je voulais vous demander quand même si vous voyez un inconvénient, soit sur le plan intellectuel ou soit sur le plan du conseil financier, à ce qu'on puisse avoir des actions de son entreprise dans son PER. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Non. Okay. mais parce qu'encore une fois, c'est vraiment une exception française et qu'il y a quelques travaux qui ont quantifié ça. S'il y avait un niveau optimal d'actionnariat salarié en portefeuille, donc il y a des modèles théoriques là pour le coup qui sont disponibles, notamment que je mentionne souvent du prix Nobel d'économie qui nous a quitté récemment, le père même de la théorie du portefeuille, Harry Markowitz, qui a démontré lui-même avec des auteurs qui ont été cités ce matin, Joseph Cruz et même par Jenslovitch, Joseph Cruz et Blasi, qui nous indiquent qu'il y a un niveau optimal. Enfin, moi, je l'ai moi-même démontré avec d'autres collègues économistes, cette possibilité. J'ai envie de dire non, à partir du moment où effectivement le Conseil reste vigilant par rapport, je dirais, à cette information nécessaire qu'il doit donner aux salariés, qui est on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà. À partir du moment où cette règle-là est bien comprise des salariés et où le Conseil va, je dirais, être vigilant par rapport à cette question,
Il n'y a pas de raison. On pourrait imaginer demain qu'effectivement, aujourd'hui, donc dans un PERCO collectif, vous avez une poche qui ne peut pas dépasser 10% des encours du fonds sur un seul titre. Mais on pourrait imaginer pouvoir monter un petit peu cette poche à peut-être 20, 25, 30% maximum. Mieux encore, le fonds indexé sur plusieurs valeurs qui font l'actionnariat salarié. Voilà. Mais il y a des possibilités. Il faut simplement, je pense que c'est une question de logiciel, si vous voulez. Il faut simplement que nos politiques sortent de cette problématique et prennent conscience qu'il y a une carte à jouer avec ce segment du PERCO et que l'actionnariat salarié, il y a tout à fait sa place si on le fait de manière intelligente. Le papier de Markovitch, c'est entre 8 et 15% du patrimoine total. Sauf qu'on ne peut pas le mesurer en France. On n'a pas les données sur la composition du patrimoine global. Hein, parce que, comme le disait Loïc, il faudrait prendre en compte tous les éléments de patrimoine, pas uniquement l'actionnariat salarié. Et on atteindrait là aussi les limites de l'exercice, puisqu'on attendrait à la vie privée, et donc on ne peut pas savoir ce que détiennent les gens dans le détail. Une question ici. Oui, Jacques Gautran à nouveau. Pour Nicolas Aubert, vous avez fait référence à la théorie de l'anthropologue Marcel Mauss, du don et contre-don, donc, qui a été échafaudé à partir des sociétés sans monnaie, sans argent de Micronésie, et donc vous la transposez à l'actionnariat qui est une relation monétaire. Est-ce que, tout simplement, on ne peut pas rattacher tout simplement l'effet, l'impact de l'actionnariat salarié à la notion juridique en France? Alors, je ne sais pas si elle existe dans d'autres droits internationaux, je ne suis pas juriste, mais en France, nous avons l'affectio societatis. L'actionnaire est défini dans le droit français par l'affectio societatis. À partir du moment où le salarié, en plus de son lien de subordination juridique lié au salaire, devient actionnaire, il embrasse une partie de cette affectio societatis. Donc, il n'y a pas de don, c'est qu'il est lié par l'affectio societatis à son entreprise. C'était simplement une remarque. Mais qui n'est pas monétaire. Qui n'est pas monétaire. C'est toute la question, je dirais, de la valorisation du capital immatériel, donc dans le cas présent du capital humain, si vous voulez. Et je me réfère à cette loi du 26 avril 1917. On en a touché un petit mot ce matin, ça fait plus d'un siècle de ça, concernant la constitution des sociétés à participation ouvrière, les fameuses SAPO. Et je rappelle simplement qu'à l'époque, les pères du capitalisme, on était beaucoup dans l'opposition capital-travail, les syndicats, etc. On était à quelques mois de la Révolution d'octobre. Absolument, voilà. Donc il faut quand même replacer ça dans ce contexte. Mais tout de même, d'ailleurs, les SAPO, ce statut de société anonyme à participation ouvrière existe encore aujourd'hui. Il est très peu utilisé. Hein. C'est sur les doigts d'une main. Je crois qu'on doit dénombrer aujourd'hui 5 sociétés qui, je dirais, ont encore ce statut. Mais pourquoi... Peut-être 10, d'accord. Enfin, bref, un pouillem. Mais n'empêche que, revenons quand même à ce que disaient qui dit mieux. Revenons à ce que disaient nos ancêtres à l'époque. Finalement, cette société à participation ouvrière, alors il faudrait en dépoussiérer les statuts aujourd'hui, certes, il faudrait la moderniser, sans doute, mais elle prévoyait que l'apport des salariés soit formalisé par des actions de travail. Des actions de travail sans qu'il n'ait besoin, le salarié, d'acheter des actions de capital. Bon, entre-temps, le capital a pris beaucoup de place. Bon. Et ces actions de travail, elles sont la reconnaissance, la valorisation inscrite dans les statuts de l'entreprise de l'apport en compétences, l'apport en savoir-faire des salariés dans leur globalité au niveau de l'entreprise. Peut-être qu'il y a une réflexion, quand on parle d'actions gratuites à donner, on pourrait tout simplement imaginer que les actions gratuites soient pas seulement, je dirais, données uniquement dans l'objectif de cette affectio societatis, pas uniquement dans l'objectif de gratifier, je dirais, les futurs profits, de gratifier les salariés des futurs profits de l'entreprise, mais puissent le faire tout simplement en reconnaissant de l'apport en compétences qu'ils apportent à l'entreprise. Rapidement, Nicolas Aubert. Précision, Marcel Mauss a été popularisé aux États-Unis par le biais de Georges Akerlof, qui a été lui-même prix Nobel d'économie. C'est pas toujours très intéressant de présenter les gens comme ça, mais Georges Akerlof, qui est le mari de Janet Yellen, qui est l'ancienne présidente de la Banque fédérale de réserve, actuelle secrétaire d'État au Trésor. Et je précise qu'en ce moment même, une loi pour garantir les reprises
d'entreprise par les salariés est à l'étude, est une loi bipartisane déposée par les Républicains et les démocrates. Et on sait qu'en ce moment, ils ne s'entendent pas très bien. Et c'est comme ça depuis 200 ans. Merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir. Il me vient en tête, en vous ayant écouté, on va accueillir tout de suite, d'abord pour le rachat de l'entreprise par les salariés qui n'est pas crédible, je vais accueillir 2 nouveaux invités.